Il est désormais temps sur la chaîne que je vous parle des nouveautés du côté des téléviseurs LCD de chez Panasonic. Je vous ai déjà présenté la gamme OLED 2025 avec les Z80, Z90, Z95B. Le lien sera en description, en fin de vidéo, et puis quelque chose devrait apparaître ici en haut de l'écran si jamais vous n'avez pas encore vu cette vidéo. Et je vous expliquais justement qu'il me fallait un petit peu plus de temps pour revenir sur les modèles de technologie LCD, LCD mini LED, parce que s'en suivait, petit teasing, le fameux voyage TCL en Pologne à Varsovie pour découvrir ce que le constructeur nous réserve en 2025. On va se parler des C7, des C8, des C9K avec déjà quelques premières mesures, premières impressions. Bref, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait et si vous souhaitez être alerté de la mise en ligne de cette vidéo. Mais je vais en revenir maintenant à mes moutons, comme on dit, pour vous parler de ces téléviseurs LCD de chez Panasonic qui se découpent, on va dire, en modèles QLED classiques et des modèles à rétroéclairage mini LED. Vous allez dire, ouais, mais David, le mini LED, c'est du QLED aussi. Ouais, va falloir patienter, vous allez voir qu'il y a un petit truc à savoir. Et donc, j'ai pu les découvrir assez rapidement, comme d'habitude, j'ai envie de dire, à l'occasion d'un voyage à Wiesbaden, en Allemagne. Et je vous propose donc de faire le point en suivant la montée en gamme, parce que comme d'habitude, de toute façon sur la chaîne, vous avez un sommaire et vous pouvez aller directement potentiellement à la partie qui vous intéresse le plus. Et je vous propose de commencer par ce que j'ai envie d'appeler les modèles pied de gamme avec les W85B, B étant la lettre pour 2025, c'est la même chose sur les modèles OLED, et donc W85B se décline en 4 diagonales, 43, 50, 55 et 65 pouces. Alors, petite parenthèse que je vais ouvrir et qui va concerner finalement peut-être tous les modèles dont on va se parler ici, c'est qu'il faut savoir que dans le cadre de ce type de présentation européenne, on ne sait pas encore si tous les modèles vont être joué en France, entre guillemets. Le W85B est bel et bien dans le communiqué français des équipes de Panasonic. D'ailleurs, tous les produits que je vais vous présenter ici le sont. Mais c'est ensuite du côté des diagonales d'écran que ça peut se jouer, parce que ça va être la distribution qui va le choisir tout simplement. Donc on ne sait pas si ces produits vont être physiquement présents en magasin, en fonction des enseignes, c'est elles qui feront les choix. Et puis ensuite, on peut aussi se dire que certaines diagonales ou certains modèles ne seront pas physiquement dans les magasins, mais on peut ensuite les retrouver sur des boutiques en ligne. Il faut aussi savoir qu'on peut avoir des déclinaisons entre du W85B, W83B, donc il faudra parfois vous intéresser à certains détails parce que tantôt ça va être un chiffre qui change où on va retrouver plutôt un châssis gris ou plutôt un châssis noir, et puis on va le voir ici aussi que la lettre, le chiffre peut changer en fonction de s'il s'agit d'une dalle 120 ou d'une dalle à 60 Hz. Donc pour l'instant, je vais vous parler des informations que j'ai et puis il faudra être peut-être un petit peu attentif à certains éléments de détail. De toute façon, je n'ai pas de date de commercialisation encore très exacte. On sait que tous les produits dont je vais vous parler ici, la disponibilité est prévue pour le mois de juillet, mais je n'ai pas encore les prix. Allez, je reviens à mon W85B. Côté caractéristiques techniques, c'est assez mince, on a encore peu d'informations et pour cause, il faut bien reconnaître qu'on est là sur des modèles assez basiques, intégrant un système de rétroéclairage direct LED, donc full LED avec du global dimming, qui est néanmoins couplé à une dalle LCD avec un filtre Quantum Dot pour étendre la plage dynamique du TV. Il faut quand même aussi saluer le fait que on est là, même sur cette gamme de produits, sur une dalle qui est dite compatible 120 Hz, y compris en mode Dolby Vision, sans oublier l'intégration du Game Control Board, alias la barre de menu consacrée donc à l'affichage des informations pour cet univers gaming. Vous allez pouvoir choisir des modes d'affichage spécifiques, être informé également de ce qui se passe du côté justement de la fréquence de rafraîchissement variable, bien entendu. On est là sur un téléviseur qui est compatible avec l'AMD FreeSync Premium technologie, donc de Variable Refresh Rate. Et d'ailleurs, toutes ces briques techno dédiées au gaming, qu'il soit question de l'Auto-Low Latency Mode, le VRR, HFR, sont regroupés chez Panasonic, sachez-le, dans cette dénomination de mode game extrême. C'est peut-être quelque chose que vous verrez en magasin ou sur les sites internet sous un petit label. On n'a pas d'informations quant à la valeur de l'input lag, mais on nous annonce chez Panasonic qu'il serait rapide. Pour en revenir à cette partie Dolby Vision, naturellement, si elle est présente sur la logique du gaming, y compris sur du 120 Hz, nous dit-on, ça sera évidemment disponible sur vos contenus, films, séries, en plus, bien entendu, du
HDR10+. Et oui, ce sont ici des téléviseurs pour les 3 gammes donc, que je vais aborder. Ils sont sous Fire TV OS. Et donc du coup, il serait dommage de s'en passer quand on sait que c'est le genre de format que l'on va retrouver sur le service d'Amazon et pas seulement désormais. Et puisque donc ce système d'exploitation fonctionne sous l'OS d'Amazon, eh bien vous retrouverez aussi toutes les applications de vos services vidéo, mais aussi la possibilité d'en installer manuellement par le biais d'APK. Je vous ai fait une petite vidéo là-dessus aussi sur la chaîne, mais aussi la possibilité d'interroger Alexa pour accéder à un programme, piloter des fonctions multimédia du téléviseur ou tout simplement piloter vos appareils connectés à la maison, quels qu'ils soient. Du côté de la connectique, sans surprise, on va être sur 2 prises HDMI 2.1 et puis 2 prises HDMI 2.0. Et seule information concernant le processeur, on sait que sa dénomination marketing interne PANA est HCX Processor, qui ne revendique pas les mêmes performances que celle du circuit haut de gamme, ce fameux HCX Pro AI Mark II ou MK2, comme pour les téléviseurs OLED dont je vous ai parlé. Et comme je le disais aussi, de toute façon, on ne connaît pas encore les prix pour aucun de ces modèles, dont la disponibilité, je vous le redis encore ici, est prévue pour le mois de juillet. Attention, si d'aventure on voit débarquer un W80B justement, sachez que ce dernier est de type QLED certes, mais que sa fréquence se limite à du 60 Hz. Je vous l'avais dit, on peut avoir des petites différences dans les références entre le coloris du châssis. Là, il s'agit carrément pour le W80B versus le W85B, d'une vraie différence technique puisqu'on sera sur une dalle qui va faire au maximum de l'Ultra HD à 60 Hz. On va donc désormais monter d'un cran avec le W93B qui reste un modèle full LED qui tourne toujours sous Fire OS TV, mais qui revendique des prestations supérieures, notamment grâce à l'introduction de ce processeur HCX Pro AI Mark II. On peut retenir 2 principaux atouts pour cette série, notamment au regard du processeur, qui annonce une meilleure gestion des contenus de moindre qualité Ultra HD. Naturellement, on a toute la surcouche des traitements de l'intelligence artificielle qui a été dopée à machine learning pour apprendre comment on upscale et comment on gère un petit peu tous ces contenus. Donc comprenez une meilleure gestion de l'upscaling et pas seulement, puisqu'on nous parle de cette remasterisation 4K qui va notamment gérer les logiques de bruit numérique ou les phénomènes de compression associés aux services de streaming. L'autre atout, il va concerner les gamers, puisqu'on a désormais un produit qui est annoncé comme étant compatible 144 Hz, qui va rehausser encore un petit peu l'expérience gaming, mais pour être sûr, il faudrait pouvoir tester. Cette série intègre également un capteur de luminosité ambiante, ce qui permet à Panasonic de mentionner une compatibilité Dolby Vision IQ, et certaines illustrations partagées par le constructeur semblent évoquer la prise en charge du HDR10+ adaptive. Là aussi, un très bon point en faveur de ce produit. Mais on verra si c'est juste normal, parce que c'est un produit qui est assez cher, ou si finalement ça fait aussi partie des petites choses qui peuvent créer la différence par rapport à d'autres modèles. À noter que le processeur, qui ne devrait être autre qu'une puce Mediatek, permet également d'accéder sur ces modèles à la certification Kalman Ready, dont je vous ai déjà parlé sur les modèles OLED, et d'ailleurs, à l'occasion aussi d'autres tests de produits comme le TCL C89B ou C855, pour lequel je vous disais, j'ai reçu la solution de mesure et de calibrage, notamment de portrait display, à savoir le générateur de pattern G1 et la sonde C6 HDR 5000 désormais. La particularité de tout cela, c'est que désormais, ces téléviseurs LCD pourront facilement être calibrés en passant par ces outils, et pas que cela, naturellement, en s'appuyant tout simplement d'abord sur le logiciel Kalman Business ou Kalman dédié à une marque, puisqu'on le sait, il y a des volets, on va retrouver par exemple du Kalman Home for Samsung, Kalman Home for LG, on est supposé aussi retrouver prochainement un Kalman Home for TCL, mais ça fait déjà presque 1 an et demi, je crois, qu'il nous en parle et c'est toujours pas arrivé. Et puis, à l'avenir, dans un avenir plus ou moins proche d'ailleurs, puisque les équipes travaillent encore dessus, on aura un Kalman Home for Panasonic. Les professionnels, eux, ne sont pas concernés puisqu'ils ont, moi d'ailleurs, c'est mon cas aussi, puisqu'ils ont une suite logicielle qui s'appelle tout simplement Kalman Business et qui intègre tous les modèles. La spécificité de ces produits Kalman Home for la marque, c'est tout simplement que c'est un logiciel qui coûte environ 250 $, en tout cas c'est moins de 300 $, et ça permet à celui qui est un petit peu
techie, celui qui est un petit peu enthousiaste, comment on peut dire, cinéphile, voilà, ou en tout cas passionné, qui est disposé à mettre un petit billet sur ce type de solution, et bien de procéder à un calibrage par lui-même. Attention, certains professionnels vous diraient que ce n'est pas parfait. Je sais que Cédric Louis, naturellement, dénonce certaines limitations de ce process et je veux tout à fait, enfin je le crois tout à fait sur ce sujet. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que chez Panasonic, eh bien, les équipes de Portrait Display nous disent clairement que c'est l'une des meilleures intégrations qu'ils ont pu faire parce que, on peut créer jusqu'à 5 profils d'images custom, personnalisé. C'est-à-dire que vraiment, vous allez pouvoir attaquer l'électronique du TV et puis vous créer des profils dédiés. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout. On reconnaît bien là l'expertise, le souhait de Panasonic toujours d'aller très loin, de pousser vraiment cette expérience dans la personnalisation et a fortiori lorsqu'il est question d'améliorer la qualité de l'image. Après, bien évidemment, on est là sur du téléviseur, LCD, QLED de base et donc la performance, le résultat final sera intimement lié à la qualité évidemment du panneau et ce que l'on peut en faire. Pour conclure là-dessus, on a évidemment du coup en parallèle un peu le mode Prime Video Calibrated Mode, en plus des modes Filmmaker & Co qui seront intégrés en série dans le téléviseur. Mais attention sur cette série et sur le W95B, il y a un point étonnant que je me suis assuré de double et même triple vérifier auprès des différentes personnes du staff Panasonic qui étaient présentes à l'événement, à savoir que les dalles intégrées dans les W93B, mais aussi W95B, sur lesquelles je vais revenir juste après, ne sont pas associées à des filtres Quantum Dot. À ce stade de l'information délivrée par Panasonic, je n'ai rien de plus à vous dire. Clairement, on m'a dit on est encore en train de digérer les informations qui nous parviennent. Pour autant, s'il n'y a pas de Quantum Dot, cela ne veut pas dire que ces téléviseurs vont être totalement anémiques du côté de la colorimétrie ou castrés. Les équipes sur place m'ont bien dit qu'ils exploiteront des panneaux dits Wide Color Gamut, mais on me dit que ça sera une autre techno. J'ai essayé de gratter. J'ai pas eu d'infos. Alors je sais que Panasonic se fournit notamment du côté de chez TCL CSOT pour certains de ses téléviseurs, du mini LED également, mais il va falloir patienter encore un peu pour savoir vraiment de quoi il est question pour ces 4 modèles qui, je le rappelle, se déclinent en 43, 50, 55 et 65 pouces. Il y a toutefois peut-être une info qui permet déjà de nous orienter un petit peu, et du côté peut-être de ce que pourrait faire BOE, c'est qu'il semble que ce soit une dalle dite 8 bits plus FRC pour Frame Rate Control. Vous savez que certains constructeurs annoncent qu'ils ont des téléviseurs LCD avec des dalles natives 10 bits, 120, 144 et plus en matière de fréquence en Hertz tout simplement. Et là, on est sur du 8 bits plus FRC. Et le FRC, c'est une technologie qui consiste tout simplement à, grosso modo, faire de l'émulation d'une reproduction d'un signal 10 bits afin d'avoir toujours cette logique de nuance, de dégradé, éviter les phénomènes de bending. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve notamment chez le constructeur iSense, qui se fournit, entre autres aussi, auprès de BOE. Donc, on verra si Panasonic communique un petit peu plus là-dessus. Ils m'ont dit que ce niveau d'information arriverait lorsqu'on se rapprocherait de la date de la commercialisation, mais pour l'instant, c'est une supposition que je fais. Et comme je le disais, cette absence de Quantum Dot donc s'applique également au W95B qui se présente comme le modèle haut de gamme puisqu'il s'agit d'un téléviseur LCD à rétroéclairage mini LED. À l'instar de bien d'autres constructeurs, malheureusement, Panasonic ne livre aucune valeur de luminosité maximale, aucune information quant au nombre de mini-LED qui sont intégrés dans le TV, ou encore le nombre de zones, si ce n'est qu'elles sont multipliées par 2,5 par rapport au téléviseur mini-LED de l'année dernière, soit le W95A. Mais attention, en fonction des diagonales d'écran. Parce que parfois ça sera 2,5 fois, parfois ça sera que 2 fois. Bon, là aussi, c'est une information assez vague qui nous est communiquée. Et sur ce sujet de la diagonale, c'est bel et bien au sein de cette gamme W95B que les amateurs de très grandes images pourraient trouver leur bonheur puisqu'ils se déclinent en 55, en 65, 75, mais aussi 85 pouces. Une première pour Panasonic et je serais vraiment curieux de voir comment ça se gère chez le constructeur.
La famille W95B reprend les mêmes caractéristiques en matière de processeur, avec HTX Pro AI Mark II, et ses nombreux algorithmes qui seront ici sublimés par la meilleure précision de la dalle liée à ce rétroéclairage mini LED. Je ne compte pas me prononcer sur la qualité de l'image de tout ce que vous avez vu, parce que pour l'instant, les démonstrations sur place étaient clairement quelconques. Et ce n'est pas avec ce que je vais vous dire sur le moteur engine remastering 4K alimenté par le machine learning dit ultra performant, etc. que l'on va s'en sortir. C'est des promesses, mais on sait néanmoins que Panasonic est très bon sur le traitement de l'image. Et clairement, c'est de fait ce qui est décevant, c'est de se retrouver à un événement Pana avec autant de TV, avec tous les experts, enfin les gens de la marque qui sont là et qui nous diffusent cette boucle de quelques minutes seulement. C'est d'ailleurs la même boucle depuis plusieurs événements et c'est vraiment dommage. Mais bon, on sait que Panasonic s'en sort de toute façon très bien historiquement sur la qualité de l'image, avec des choses qui misent surtout sur la justesse et la fidélité des contenus. Et en 2025, eh bien, il nous annonce l'arrivée de cette technologie dite Hybrid Tone Mapping, qui promet un traitement des sources HDR sans équivalent jusqu'à présent, sans délavement des couleurs, y compris pour des images très éclatantes. Donc même si on n'a pas de quantum dot pour saturer les couleurs, entre guillemets, eh bien on nous promet que la dynamique sera forte sur tout le spectre. En gros, qui testera verra. Je vous en avais déjà un petit peu parlé également dans les annonces au moment du CES, de cette fameuse technologie. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner si jamais je le reçois dans mon salon, autrement en tout cas qu'avec les contenus qui étaient diffusés sur place, avec ces démos très courtes. On a juste eu à un moment donné, dans une pièce, une rapide boucle diffusée sur deux TV qui était W95A de l'année dernière, W95B qui va arriver cette année. Et en effet, avec la petite boucle de démo qu'on avait, on pouvait se rendre compte que la reproduction de la scène était meilleure sur W95B dans la gestion du blooming. Et puis voilà, hop, vous avez vu, merci, au revoir. Bon, ce sera mieux que le W95A et en même temps, j'ai envie de dire, il n'y a pas de mal parce que ce modèle-là, je l'avais vu à l'occasion du PAVS, le Paris Audio Video Show, qui s'est tenu dans le dernier trimestre de 2024 et il m'avait pas franchement subjugué. Sauf qu'on sait que les TV Panasonic, on peut les aimer pour la qualité et l'expérience globale, la polyvalence de ces modèles, donc affaire à suivre. Pour la partie gaming, ça ne change pas. Prise en charge, 144 Hz sur les deux prises HDMI 2 points. On va retrouver la barre de jeu et ses modes FPS, RPG, sans oublier le fameux True Game Mode qui promet une colorimétrie fidèle aussi pour vos jeux vidéo. Donc là, ça peut être vraiment intéressant. Si vous n'avez pas besoin d'exagérer certaines choses, on sait qu'il y a des technologies pour booster également les zones d'ombre dans l'image pour des titres plutôt compétitifs, identifier les ennemis, puis on a des titres qu'on aime pour leur beauté. Et j'ai failli oublier d'ailleurs de vous parler de l'un des arguments que met régulièrement en avant Panasonic, à savoir l'intégration de son Pentatuner, qui vous permettra d'aller au-delà de la réception TNT en intégrant aussi la réception câble ou encore l'IPTV. C'est vraiment un truc qui revient très régulièrement dans leurs propos. En même temps, il s'agit d'événements européens. Je ne sais pas si nous, on est vraiment concernés par ces usages avec nos box opérateurs sur notre marché, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. De toute façon, il est pour moi désormais temps de conclure cette vidéo de présentation avec des informations et des images captées un peu au pas de course. Je peux néanmoins que remercier Panasonic d'avoir organisé ce voyage parce que même s'il me manque encore beaucoup d'infos, au moins on a pu discuter de sujets assez vastes avec les équipes. Et d'ailleurs, je l'avais indiqué en fin de la vidéo des téléviseurs OLED avec un petit texte, mais sachez que je suis revenu avec eux notamment et la personne qui est en charge de la communication Europe sur ce qu'a annoncé Yuki Kusumi, président de Panasonic, qui en février dernier a dit être prêt à vendre la division TV en raison des difficultés de celle-ci, avant de nuancer que visiblement ils étudiaient également d'autres pistes pour cette division-là. Un point sur lequel j'ai pu échanger donc avec la personne spécifiquement en charge de la communication de la marque pour l'Europe, qui m'a dit qu'il y avait eu une forme de malentendu à ce moment-là, que la presse qui avait relayé les propos avait emprunté peut-être une forme de raccourci. Alors forcément, je lui ai demandé, mais pourquoi, pour une boîte cotée en bourse comme Panasonic, il n'y a pas eu de communication qui allait dans le sens inverse, qui rétablissait quelque chose de plus exact pour rassurer naturellement
gens qui sont derrière cette division, et puis rassurer les fans aussi de la marque, parce que sur le Discord, sur la chaîne, ça vous a quand même fait réagir. Tout le monde voit un peu Panasonic comme étant condamné. Et ben la réponse de cette personne, pour moi, n'était pas très claire. Elle a un peu éludé la question et elle m'a juste dit, regardez un petit peu le line-up de produits que l'on présente aujourd'hui et vous comprendrez qu'on est encore là. Et c'est vrai que c'est le propos que m'a tenu une autre personne qui nous a fait la présentation des gammes TV, qui lui est salarié de Panasonic depuis 15 ans, m'a-t-il dit, et il m'a assuré que c'est l'un des lancements les plus denses qu'il ait pu faire au sein de ces 15 années chez Panasonic. Voilà, donc on s'est un peu parlé de tout, LCD, QLED, LCD, mini LED. J'ai fait la vidéo sur les téléviseurs OLED également, mais il y a aussi des produits d'entrée de gamme et qui montrent là aussi la volonté de Panasonic d'occuper peut-être un petit peu le terrain, sans doute sur d'autres marchés, on verra si ça arrive chez nous, avec des produits, comme je le disais, d'entrée de gamme qui vont fonctionner par exemple sur du TiVo OS, des petites diagonales d'écran, des modèles Full HD, pour une clientèle, nous a-t-on expliqué là encore, qui veut regarder de la télé et juste la télé. Bref, un usage très très basique. L'avenir nous dira effectivement si ces produits vont arriver et puis surtout est-ce que Panasonic va être là encore pendant longtemps, parce que certes on a une belle gamme de produits qui est annoncée, une vaste gamme de produits qui est annoncée, mais le constructeur semble quand même souffrir un peu en silence, en coulisses. Voilà. Allez, je vous invite maintenant, tout simplement à réagir dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à nous partager votre point de vue sur cette gamme 2025. J'espère que j'aurai l'occasion d'y revenir avec au moins un test du mini LED, mais là aussi, affaire à suivre. Et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez aussi soutenir la chaîne en lâchant le petit pouce en l'air qui va bien. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être alerté des prochaines publications. Il y a un peu de matière à travailler du côté notamment de ce que j'ai pu voir chez TCL, mais ça va me prendre encore un petit peu de temps. Allez, je vous dis de toute façon à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!